les systèmes. L'Union européenne est une association politico-économique sui generis de 27 États européens qui délèguent ou transmettent par traité l'exercice de certaines compétences à des organes communautaires. Elle s'étend sur un territoire de 4,2 millions de kilomètres carrés, peuplé de plus de 443 millions d'habitants, et est la deuxième puissance économique mondiale en termes de produit intérieur brut nominal, derrière les États-Unis. L'Union européenne est régie par le traité de Maastricht. Maastricht ou Maastricht, TUE et le traité de Rome, TFUE, dans leur version actuelle depuis le 1er décembre 2009. Et l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Sa structure institutionnelle est en partie supranationale et en partie intergouvernementale. Le Parlement européen est élu au suffrage universel direct, on ne paye pas d'argent. Tandis que le Conseil de l'Union européenne, informellement le Conseil des ministres, sont composés de représentants des États membres. Le président de la Commission européenne est pour sa part élu par le Parlement sur proposition du Conseil européen. La Cour de justice de l'Union européenne est chargée de veiller à l'application du droit de l'Union européenne. Ce traité de libre-échange s'étend sur un territoire de 4,2 millions de kilomètres carrés, peuplé de plus de 446 millions d'habitants, avec le deuxième produit intérieur brut cumulé derrière les États-Unis. La déclaration du 9 mai 1950 de M. Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, est considérée comme le texte fondateur de la construction européenne. Sous l'impulsion de personnalités politiques surnommées les pères de l'Europe, comme Konrad Adenauer, le fabuleux chancelier allemand, M. Jean Monnet, le père de l'Europe, et Alcide de Gasperi, 6 États sont créés en 1951. La communauté européenne du charbon et de l'acier, après l'échec d'une communauté européenne de défense en 1954. Une communauté économique européenne est instaurée en 1957 par le traité de Rome. La coopération économique est approfondie par l'acte unique européen en 1986. En 1992, le traité de Maastricht prend la suite de l'acte unique et institue une union politique qui prend le nom d'Union européenne et prévoit la création d'une union économique et monétaire dotée d'une monnaie unique, l'euro. Instituée en 1999, la zone euro compte 19 États en 2017. De nouvelles réformes institutionnelles sont introduites en 1997 et en 2001. À la suite de l'échec d'un projet de constitution européenne après le refus par le référendum des peuples français et néerlandais, les institutions sont à nouveau réformées en 2009 par le traité de Lisbonne pour y intégrer les mesures prévues par ce projet de constitution. Depuis la formation de la CEE, le nombre d'États membres est passé de 6 à 27. Les membres fondateurs de la communauté économique européenne en 1957 sont l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ils sont rejoints en 1973 par 3 membres de l'Association européenne de libre-échange, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. L'Union s'élargit vers le sud avec d'abord l'adhésion de la Grèce en 1981, puis celle de l'Espagne et du Portugal en 1986. Entre-temps, en 1985, le Groenland a décidé de se retirer en ratifiant le traité sur le Groenland et a désormais le statut de pays et territoire d'outre-mer associé. C'est-à-dire qu'il s'exclut du Danemark, c'est bien cela. Avec la fin de la guerre froide, la partie orientale de l'Allemagne rejoint la communauté économique européenne en 1990. L'Union européenne intègre en 1995 des États neutres, l'Autriche, la Finlande et la Suède. En 2004, 10 nouveaux États, en majorité issus du bloc de l'Est, s'ajoutent aux 15 déjà membres. Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie. 2 États supplémentaires, la Bulgarie et la Roumanie, complètent en 2007 ce 5e élargissement. Enfin,
En 2013, la Croatie rejoint l'Union. En raison de sa contribution à la promotion de la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe, l'Union européenne a reçu le 12 octobre 1912 le prix Nobel de la paix. Lors du référendum du 23 juin 2016, les citoyens britanniques ont majoritairement voté en faveur de la sortie du Royaume-Uni, le Brexit, de l'Union européenne. Le 29 mars 2017, la procédure de retrait a été enclenchée en invoquant l'article 50 du traité fondateur de l'Union européenne. Le 31 janvier 2020, le pays quitte l'Union. Nous allons voir à présent certaines données concernant l'Union européenne, et donc on va commencer par l'histoire. On peut commencer par l'histoire, parler de l'histoire de l'Union européenne, la chronologie, l'intégration européenne, les prémices de l'idée européenne entre 1945 et 1951. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe cherche un moyen de consolider la paix. À la suite du coup de Prague qui renforce la peur de l'expansion soviétique, la France, les pays du Benelux, la Belgique, le Pays-Bas et Luxembourg et le Royaume-Uni signent le 17 mars 1948 le traité de Bruxelles qui prévoit une union occidentale instituant une collaboration en matière économique, sociale, culturelle et de défense collective. Ce traité est concurrencé dès l'année suivante par les créations de l'OTAN ou Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Véritable alliance militaire qui inclut un plus grand nombre de pays européens, mais également le Canada et les États-Unis. Dans le même temps, le principe d'une Europe unie est posé, en particulier sous l'impulsion de la France et de l'Allemagne de l'Ouest, même si le discours du Britannique, M. Winston Churchill à Zurich, le 19 septembre 1946, a été déterminant, ainsi que le rôle des pays du Benelux et de l'Italie. L'Europe recherchait alors un modèle d'intégration qui la mettrait à jamais à l'abri d'une nouvelle guerre. L'idée est concrétisée par M. Robert Schuman, le père de l'Europe, oui, alors ministre français des Affaires étrangères, dans sa déclaration du 9 mai 1950, appelant à mettre le charbon et l'acier sous une haute autorité commune de la France et de l'Allemagne fédérale. Le choix de ces deux secteurs économiques vise à établir une garantie de paix. L'industrie sidérurgique est hautement stratégique, puisqu'étroitement liée à l'industrie de l'armement et dépend de ses ressources. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. M. Robert Schuman, déclaration du 9 mai 1950. Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, est signé le 18 avril 1951 à Paris. Les 6 pays fondateurs sont les pays du traité de Bruxelles, à l'exception du Royaume-Uni. La France, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie s'entendent pour favoriser les échanges de matières premières nécessaires à la sidérurgie pour accélérer la dynamique économique après la guerre, afin de doter l'Europe d'une capacité de production autonome. Ce traité est l'acte fondateur visant au rapprochement entre les vainqueurs et les vaincus européens, au sein d'une Europe qui, à terme, prendrait son destin en main, indépendamment des influences extérieures, alors considérables, et notamment celle des États-Unis via son plan Marshall, et en dépit de la tentative de concertation de cette aide américaine au sein de l'OECE. L'échec de la CED et de l'UEO 1952-1954. Le 27 mai 1952 est signé à Paris un traité instituant la Communauté européenne de défense, la CED, permettant le réarmement de l'Allemagne de l'Ouest dans le cadre d'une armée européenne. Ce réarmement était justifié dans le contexte de la guerre froide et la montée de la puissance de l'URSS en Europe de l'Est, alors que les 5 autres pays de la CECA
ont ratifié le traité, le 30 août 1954, le Parlement français rejette la ratification en raison de l'opposition conjointe des gaullistes et des communistes qui refusent une armée supranationale. L'ancien traité de Bruxelles de 1948 est alors modifié le 23 octobre 1954 à Paris pour créer l'Union de l'Europe occidentale, la UEO, qui est, jusqu'au traité d'Amsterdam, la seule organisation uniquement européenne à s'occuper de ce qui deviendra la politique de sécurité et de défense commune. Quoique renforçant l'ancien traité d'alliance, l'UEO reste une entité symbolique, sans pouvoir ni coopération réelle face à la puissance de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, surtout lors de la guerre froide et le durcissement du régime soviétique dans sa zone d'occupation à l'est de l'Europe. Son principal rôle reste toutefois lié au développement des forces nucléaires autonomes françaises et britanniques, notamment après l'épisode du canal de Suez et lors des conflits de décolonisation des deux anciennes puissances coloniales, en assurant la neutralité des autres pays européens dans ces conflits et en évitant de laisser la défense de l'Europe occidentale au seul contrôle américain dans l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. En matière de défense européenne, l'émission de Petersberg fixe en 1992 un cadre de coopération et d'intervention dans la gestion des crises communs à l'UEO, l'OTAN et l'Union européenne au titre de la PESD. En février 2003, avec la mise en application du traité de Nice, l'Union européenne intègre les compétences opérationnelles de l'UEO. Établissement de la CEE 1957-1986. Le traité de Rome est signé le 25 mars 1957. Les six décident d'approfondir leur coopération. Les domaines économiques, mais aussi politiques et sociaux, sont concernés. Le but est d'aboutir économiquement à un marché commun permettant la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. La communauté économique européenne, la CEE, est l'entité internationale de type supranational instituée par le traité de Rome. Elle se dote d'une capacité autonome de financement indépendante du plan Marshall, mise en place dans le cadre de l'Organisation européenne de coopération économique ou encore la OECE. Ce traité fonde également une troisième communauté européenne d'une durée indéfinie, la Communauté européenne de l'énergie atomique, la CEA. Entre les membres des deux autres communautés, la CECA originelle et la nouvelle CEE, Communauté économique européenne. Le traité de fusion des exécutifs communautaires est signé à Bruxelles en 1965 et fusionne les exécutifs par la création de la Commission européenne et du Conseil européen, des trois communautés européennes, la CECA, la CEE et Euratom. Alors que ces communautés disposent déjà d'institutions communes en matière de justice. L'achèvement du marché intérieur, 1986-1993. L'acte unique européen est signé à Luxembourg le 17 février 1986 par 9 États membres, suivi par le Danemark à la suite du résultat positif du référendum de 1986, l'Italie et la Grèce le 28 février 1986. Entré en application le 1er juillet 1987. Il avait pour but de redynamiser la construction européenne en fixant l'achèvement du marché intérieur en 1993, permettant la libre circulation également des capitaux et des services. Par ce traité, les compétences communautaires sont élargies au domaine de la recherche, du développement technologique, de l'environnement et de la politique sociale.
L'acte unique consacre aussi l'existence du Conseil européen. Réunissant les chefs d'État et de gouvernement, il décide de renforcer les pouvoirs du Parlement européen au moyen de la procédure de coopération. Ce traité amorce une démarche commune en matière de politique étrangère ainsi qu'une coopération en matière de sécurité sans qu'il soit porté atteinte ni à l'UEO ni à l'OTAN. L'UEO trouve un rôle limité dans le règlement des conflits en Europe, notamment après la chute du communisme en ex-URSS et lors des conflits ethniques menant au démantèlement de la fédération yougoslave à la mort du maréchal Tito. L'UEO parvient à éviter l'extension des conflits à l'Albanie via le Kosovo et participe aux missions de maintien de la paix et de reconstruction dans les Balkans. Opération Sharp Guard, par exemple. L'établissement de l'Union européenne, 1993-2009. Les élargissements 95, 2004 et 2007, dans un article détaillé. Je vais parler maintenant du traité. Le traité de Maastricht est signé le 7 février 1992 et entre en vigueur le 1er novembre 1993. L'Union européenne prend la suite du marché commun et de la communauté économique européenne, CEE, devenue communauté européenne, CE, en fusionnant avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, qui expirait en 2002. Il marque une nouvelle étape dans le processus d'union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe. Les communautés européennes reposent alors sur 3 piliers. Le premier pilier est le pilier communautaire, la CE, le CECA et le RATOM. Le deuxième pilier est la politique étrangère et de sécurité commune. Et le troisième pilier est la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Le traité de Maastricht crée également la citoyenneté européenne et permet de circuler, de résider librement dans les pays de la communauté, le droit de voter et d'être élu dans l'État où l'on réside pour les élections européennes et municipales. Il est aussi décidé de créer une monnaie unique, sous l'égide d'une banque centrale européenne, le futur euro. Les compétences de la communauté sont étendues, selon le principe de subsidiarité / suppléance, à de nouveaux domaines. L'éducation, la formation professionnelle, la culture, la santé publique, protection des consommateurs, réseau transeuropéen de transport, politique industrielle, services eau, énergie et environnement. Le traité d'Amsterdam est signé le 2 octobre 1997 et entre en vigueur le 1er mai 1999, reposant sur les 3 piliers de Maastricht. Il affirme les principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme et propose la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Il inclut explicitement le principe du développement durable. Il pose le principe des coopérations renforcées, permettant aux pays qui le souhaitent d'avancer plus vite. Il ébauche la réforme des institutions européennes en vue de l'adhésion des pays de l'Europe centrale et orientale, le PECO. Il élargit la liste des droits dont il garantit le respect. Droits sociaux, égalité hommes-femmes, services publics, renforce la protection des droits fondamentaux et interdit toute discrimination. Un haut représentant de la PESC est nommé, assisté par une unité de planification et d'alerte rapide. UPAR, un protocole reprend le principe de subsidiarité du TCE. Le traité de Nice est signé le 26 février 2001 et entre en vigueur le 1er février 2003. Ce traité qui devait réformer les institutions de l'Union en vue de l'adhésion des PECO n'est que partiellement parvenu à cet objectif. Celui-ci donne au Parlement un rôle co-législateur renforcé. Le droit de recours devant la Cour de justice des communautés est étendu. Le traité fournit une base juridique aux partis politiques des pays membres afin de faciliter le processus de décision à la majorité qualifiée à 27 au sein du Conseil. Le système de pondération des voix est remanié.
Le traité de Nice améliore la procédure relative à la mise en œuvre des coopérations renforcées. Le droit de veto est supprimé et le domaine étendu à la PESC, y compris en matière de défense. Une déclaration sur l'avenir de l'Union a été annexée au traité. Le traité avait quelques failles. La Charte des droits fondamentaux a été adoptée au cours de ce sommet de Nice, mais aucune valeur juridique contraignante ne lui est reconnue, bien qu'elle ait été adoptée par toutes les instances de l'Union. De plus, le traité fixe les principes et les méthodes d'évolution du système institutionnel au fur et à mesure que l'Europe s'élargit. Il définit une nouvelle répartition des voix attribuées à chaque État au Conseil, ainsi qu'une redéfinition de la majorité qualifiée. Cependant, le système de décision prévu par ce traité est complexe et privilégie les pays à démographie médiane, comme l'Espagne, la Pologne, par rapport aux autres États membres. Le risque de paralysie qui constitue la motivation principale à réviser les traités n'est pas résolu. En 2002, entre la signature du traité de Nice et son entrée en vigueur, une convention sur l'avenir de l'Europe se forme pour réfléchir au développement futur de l'Union. À la suite des travaux de la Convention sur l'avenir de l'Europe, dont il reprend l'essentiel, le Conseil européen du 18 juin 2004 adopte un projet de constitution européenne. La Convention propose de pallier le risque de paralysie en redéfinissant la majorité qualifiée comme suit. La majorité qualifiée requise est constituée des 2/3 des États membres, représentant au moins les 3/5 de la population de l'Union. Article 24-2. De plus, le nouveau traité proposé intègre et rend juridiquement opérante la Charte des droits fondamentaux dans la partie 2, signée à Rome le 29 octobre 2004. Il était appelé à remplacer les traités fondateurs. Mais ce traité, qui corrigeait les failles du traité de Nice et instaurait un traité constitutionnel pour l'Union européenne, n'a pas été ratifié par référendum par la France et les Pays-Bas au premier semestre 2005. Un traité simplifié, reprenant en particulier la partie institutionnelle du projet, apparaît en 2007 sous la présidence de la chancelière allemande Madame Angela Merkel. Entrée en vigueur du traité de Lisbonne 2009-2015. Le 23 juin 2007, à Lisbonne, le Conseil européen mandate une conférence intergouvernementale afin d'adopter ce traité avant 2009. Ce traité de Lisbonne a été surnommé traité modificatif en France d'après le nom d'un autre projet de traité que le président français, M. Nicolas Sarkozy, avait proposé à ce même Conseil européen, mais qui n'a pas été retenu. Le traité de Lisbonne préserve notamment les fondamentaux du projet esquissé par la Convention sur l'avenir de l'Europe. L'Union reçoit la personnalité juridique. La Charte des droits fondamentaux acquiert force contraignante. La création d'une présidence stable du Conseil européen et non plus tournante, la décision sur la base de la double majorité, avec la possibilité de demander la pondération de Nice jusqu'en 2017, et avec un filet de sécurité de type compromis de loi Nina renforcé. Le compromis de loi Nina renforcé. La création de la fonction de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Une certaine extension du vote à la majorité qualifiée, sauf dérogation pour les Britanniques sur certains aspects de la justice et des affaires intérieures. Ce nouveau traité fait l'objet d'une ratification par les parlements de 26 États européens et par référendum en Irlande. Le peuple irlandais rejette ce traité le 12 juin 2008 par 53,4% des suffrages et gèle son application initialement prévue au 1er janvier 2009. Lors d'un second référendum, le 2 octobre 2009, les Irlandais acceptent le traité à 67,1%. Ce dernier entre en vigueur le 1er décembre 2009, permettant d'appliquer la réadaptation institutionnelle qui était visée depuis les conclusions de la Convention sur l'avenir de l'Europe. La deuxième décennie du XXIe siècle s'ouvre sur une triple crise au sein de l'espace communautaire. Une crise économique, une crise politique et une crise institutionnelle. Celle-ci prend sa source dans la crise économique mondiale et la crise des dettes souveraines qui affectent particulièrement les États européens, conduisant les plus fragiles à des réductions budgétaires très importantes.
Au niveau européen, cette période de grande instabilité conduit les 28 à revoir leur capacité de réaction et à chercher des solutions communes, quitte à confier une partie de leurs compétences exclusives au profit de Bruxelles. Le pacte budgétaire européen, officiellement appelé Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, le TSCG, est un mécanisme sur lequel se sont accordés 25 des 28 États membres de l'Union européenne, sur la convergence de leur politique économique et monétaire, notamment la zone euro. Le texte du traité, signé le 2 mars 2012 par les chefs d'État et de gouvernement, est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Parallèlement, un système de coordination des politiques budgétaires, appelé semestre européen, a été mis en place, avec pour base juridique le six-pack, un ensemble législatif le rendant contraignant pour l'ensemble des États membres. Le semestre européen a pour objectif principal de tendre vers une union économique et monétaire, UEM, plus approfondie et plus intégrée, capable de mieux résister aux objectifs repris dans la stratégie Europe 2020 et maîtriser au mieux les finances publiques de l'ensemble des États membres. Le six-pack prévoit entre autres un système de décision et de sanctions financières graduelles applicables par les instances européennes aux États membres. Le 12 octobre 2012, le prix Nobel de la paix est attribué à l'Union européenne pour sa contribution à la promotion de la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe. Éléments qui sont ancrés dans les principes mêmes de la construction européenne. Crise mondiale est sortie du Royaume-Uni depuis 2015. Avec un afflux de migrants et réfugiés politiques et économiques en provenance d'Afrique et d'Asie qui augmente de manière très significative depuis 2014, l'Union européenne traverse une nouvelle crise mettant à mal son unité politique et sociale. Plus d'1 million de personnes entrent de manière non officielle dans l'espace Schengen en 2015 et la politique de répartition de ces personnes parmi les pays membres décidée au niveau communautaire est rejetée par une partie de l'opinion publique et des gouvernements. L'Allemagne choisit d'en accueillir une grande partie, mais en raison des flux physiques de personnes se déplaçant des pays d'Europe du Sud vers ceux du Nord et des problèmes engendrés, certaines des frontières intérieures et extérieures de l'espace sont fermées. Le 23 juin 2016, une majorité de la population du Royaume-Uni décide par référendum de sortir de l'Union européenne. Un nouveau gouvernement est formé en ce sens et la majorité des gouvernements européens presse celui-ci d'activer la procédure de sortie dans les meilleurs délais, sans certitude concernant les conséquences qui en découleront pour le Royaume-Uni ou l'Union européenne. Cette démarche s'inscrit dans la succession de crises que traverse l'Europe et qui mène à un retour de politique nationale davantage conservatrice. 2 référendums relatifs à l'Union européenne sont également rejetés en 2016 aux Pays-Bas et en Hongrie. À la suite de la décision du Royaume-Uni de sortir de l'Union, le 28 juin 2016, la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Federica Mogherini, se déclare en faveur d'une réflexion en profondeur sur l'Union européenne dont elle souhaite réaffirmer le rôle. Elle présente dans ce contexte incertain la nouvelle stratégie globale de l'Union sur la politique étrangère et de défense commune. Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni devient le premier État membre à activer l'article 50 du TUE, lançant officiellement la procédure de retrait du pays de l'Union européenne, le Brexit, qui se traduit par des négociations prévues sur une durée de 2 ans afin de défaire les différents liens. Le 21 novembre 2018, la Commission européenne justifie l'ouverture d'une procédure de sanctions visant l'Italie par le non-respect des critères européens en matière de réduction de la dette publique, le pays ayant une dette publique de plus de 130% de son produit intérieur brut, alors que les règles européennes en vigueur prévoient le plafond de 60% du produit intérieur brut. Le 18 décembre 2018, un accord est trouvé entre les 2 parties. Le gouvernement italien de M. Giuseppe Conte acceptant de revoir son budget à la baisse pour 2019, conformément aux demandes de la Commission européenne. L'Union européenne réaffirme également la défense des valeurs qui constituent sa base idéologique.
Ainsi, le 17 mai 2017, le Parlement européen adopte une résolution en vue du lancement d'une procédure d'infraction à l'encontre de la Hongrie en raison d'une détérioration de l'état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux dans le pays. Le 24 juin 2019, c'est la Pologne qui est condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne sur la base de l'article 19 du TUE. En dépit de la multiplication des crises qu'elle doit gérer, l'Union européenne reste un pôle attractif pour ses voisins. Certains États, comme l'Islande, envisagent de relancer leur processus d'adhésion ou d'intensifier leurs efforts dans ce sens, comme c'est le cas pour les États des Balkans, tandis que d'autres entités politiques, dont l'Écosse et la Catalogne, souhaitent rester dans l'Union européenne tout en accédant à l'indépendance ou à une plus grande autonomie politique. Merci.